Plus tard, j'ai cherché des informations et je suis tombé sur des descriptions de créatures appelées chiens de l'enfer. Nous avons eu un esprit négatif dans la maison pendant longtemps. Il ne s'agissait pas d'une présence discrète ou lointaine. Il se nourrissait de la discorde de notre famille, de toutes les disputes et de l'énergie lourde qui s'accumulait année après année. Plus le climat se dégradait, plus cette chose devenait forte. À la fin, elle ne se contentait plus d'être une présence invisible. Elle agissait physiquement. Des objets se déplaçaient tout seuls, parfois projetés dans notre direction, comme si quelque chose voulait nous effrayer ou nous blesser. Les lits se mettaient à trembler pendant la nuit. Il arrivait même que quelqu'un sente une main froide poser ses doigts sur son épaule ou sur ses jambes. Avec le temps, nous avons compris que cette entité n'était pas seule. Elle en avait attiré d'autres, des esprits qui semblaient piégés dans la maison comme dans un couloir sans sortie. L'un d'eux était particulièrement agressif, rempli d'une haine profonde envers les femmes. Il restait la plupart du temps au sommet des escaliers, comme un gardien malveillant qui surveillait qui montait et qui descendait. Personne n'aimait passer devant cet endroit. On sentait qu'on était observé. Finalement, nous avons réussi à nous en débarrasser, mais ce fut un long combat. La maison a semblé respirer de nouveau, comme si un poids invisible avait été soulevé. Le silence n'était plus étouffant, l'air ne paraissait plus épais. C'était comme si les murs eux-mêmes étaient soulagés. Ce n'était pas ma seule expérience. Lorsque j'avais environ 6 ou 7 ans, j'ai vu l'homme au chapeau pendant une paralysie du sommeil. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. La pièce était plongée dans un bleu sombre, presque liquide, comme si la réalité ondulait autour de moi. Il se tenait là, immobile, un homme sombre avec un chapeau, seulement une silhouette noire, mais sa présence était écrasante. Une peur absolue m'a envahi, une peur si forte que je m'en souviens encore comme si cela s'était produit hier. Plus tard, dans une maison très ancienne où nous vivions, j'ai vu d'autres esprits. Ils portaient des vêtements de l'époque victorienne. Ils se tenaient au pied de mon lit, debout, silencieux, simplement en train de me regarder. Pour un enfant, c'était terrifiant, surtout qu'ils apparaissaient sans prévenir, comme surgissant de l'air. Les chiens de la maison refusaient d'entrer dans certaines pièces. Parfois, ils grognaient vers un coin vide ou se mettaient à japper contre un mur où il n'y avait absolument rien. Les médiums que j'ai consultés faisaient tous partie du même groupe sur Facebook. Je n'en avais jamais utilisé avant sa mort, mais son décès m'a complètement bouleversé et j'avais besoin de savoir qu'il existait encore quelque part. J'étais convaincu que si nous nous étions mis ensemble, nous aurions duré. La première médium était très bien, mais elle était distraite parce qu'elle devait surveiller ses enfants et courait constamment après eux. La séance se faisait sur Zoom. C'est dommage, car ce qu'elle disait était très juste. Elle m'a dit qu'elle me voyait avec beaucoup d'enfants, mais pas les miens, comme une famille d'accueil, et que mon homme disait qu'il m'aiderait à les guider. La dernière conversation que j'avais eue avec lui portait justement sur le sujet des enfants et j'avais dit que je voulais être famille d'accueil. C'était effrayant de précision. Cela m'a donné l'impression qu'il était encore là et qu'elle savait des choses exactes. Mais cela restait un peu décevant car elle était trop distraite. La seconde médium était incroyable. Elle a utilisé une photo de lui. J'avais vu ses commentaires sur Facebook où elle parvenait à identifier des surnoms et d'autres détails sur les défunts qu'elle ne devrait pas connaître. Comme elle vivait dans un autre pays et que le décalage horaire était compliqué, je me réveillais avec ces messages. La lecture était incroyable. Quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que c'était vraiment lui. Elle a décrit sa personnalité avec une grande précision, a identifié des problèmes de santé. Elle a dit qu'il voulait une relation avec moi alors que je n'avais dit que nous étions amis, et elle a expliqué pourquoi il m'aimait. Elle a aussi décrit des situations que seul moi pouvais connaître, y compris l'un de mes surnoms. Elle m'a demandé si j'avais senti quelque chose autour de mes épaules car il essayait de me toucher ou de les secouer pour que je le remarque. Bizarrement, j'avais effectivement senti quelque chose toucher mes épaules à plusieurs reprises alors que personne n'était derrière moi. Les phrases qu'elle rapportait, censées venir de lui,
sonnait exactement comme lui. J'ai eu l'impression de l'entendre et pendant un moment la douleur du deuil s'est un peu apaisée. La troisième expérience est difficile à définir, je ne sais pas si c'était un médium ou du Reiki. J'avais essayé une séance de Reiki. Je ne m'attendais à rien de spécial, peut-être juste qu'on me dise que j'étais stressé. La praticienne a remarqué que j'avais changé ma façon de voir la vie. Pendant la séance, elle m'a demandé si je vivais un deuil ou une rupture amoureuse car elle n'arrivait pas à faire la différence. Je lui ai répondu que j'étais en deuil et que j'avais perdu mon homme. Elle m'a dit que je pensais devenir folle mais que c'était vraiment lui dans mes rêves. Elle disait sentir son énergie autour de mes épaules comme s'il essayait de me serrer dans ses bras, et que je laissais les autres me faire douter de notre lien alors que je ne devrais pas, car ils ressentaient la même chose. Ces expériences ont complètement changé ma manière de percevoir la mort et, au moins pendant un moment, elles ont apaisé mon chagrin. Quand j'ai emménagé dans cet immeuble, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. C'est un bâtiment de logements sociaux, un endroit où l'on entasse les personnes âgées, malades ou isolées. Avec le temps, la tristesse finit par s'accrocher au mur. On sent la fatigue, la souffrance, les vies qui se sont éteintes sans bruit. L'air est lourd, comme si l'histoire de chaque appartement flottait encore dans les couloirs. La femme qui vivait dans mon logement avant moi était décédée ici. Son courrier arrivait toujours et sa présence n'était pas partie. Rien de violent au début, mais des signes. Des objets qui disparaissaient, surtout mes cartes bancaires. Je savais que je ne les perdais pas. Je sentais qu'on me les prenait. Un soir, j'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé à voix haute. J'ai prononcé son nom, Christine, et j'ai posé les choses clairement. J'ai dit que cet appartement était le mien maintenant, qu'elle devait arrêter et partir. Pas de rituel compliqué, juste assez de colère et de courage pour lui faire comprendre que je ne me laisserai pas faire. Mais il y a eu une nuit bien plus étrange. J'étais à moitié endormi, dans ce moment où le corps se relâche mais où l'esprit flotte encore. Une terreur pure m'a traversé. Pas une peur ordinaire, une peur qui ne vient pas de la tête, mais de quelque chose de plus profond. Je sentais une présence près de moi, comme si quelque chose s'était penché au-dessus du lit. Dans mon esprit, j'ai vu une silhouette tenant un couteau à steak que je savais venir de mon propre tiroir de cuisine. J'aurais pu hurler, me lever, allumer la lumière. Au lieu de ça, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi. C'était comme un refus de lui donner l'importance qu'elle cherchait. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon tiroir pour prendre des couverts. Les couteaux à steak étaient tous là. Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé le couteau est revenu. L'esprit l'a remis en place. C'est là que le souvenir de la nuit s'est imposé d'un seul coup, comme une scène que l'on avait oubliée et qui refait surface sans prévenir. Au lieu de paniquer, j'ai éclaté de rire. Parce que dans ce même tiroir, il y a de grands couteaux, bien plus impressionnants. Si une entité avait vraiment voulu m'effrayer, pourquoi choisir un petit couteau à steak plutôt qu'une vraie lame de cuisine? Le contraste était tellement absurde que la peur s'est dissoute. J'ai eu l'impression qu'on avait essayé de me tester, de me provoquer, ou de vérifier jusqu'où j'irais. Depuis ce jour, tout est resté calme. Plus de présence au pied du lit. Plus d'objets déplacés. Comme si la maison avait compris que je n'avais pas peur. Peut-être que certaines choses finissent par abandonner lorsque l'on cesse de leur donner du pouvoir. Je n'avais jamais cru à ces choses-là. Les médiums, les esprits, les signes venus de l'au-delà. Mais perdre quelqu'un change parfois la logique la mieux ancrée. On se met à chercher, même sans y croire vraiment. Par curiosité, par désespoir, ou juste pour se donner l'illusion d'un dernier lien. Le médium avait l'air ordinaire, presque banal. Une petite salle, quelques bougies, une odeur d'encens trop forte. Il me demanda seulement une photo. Je m'attendais à une séance pleine de phrases vagues et de mise en scène émotionnelle. À la place, son visage se figea, comme si ce qu'il percevait le mettait mal à l'aise. Il décrivit une présence, près de moi, quelqu'un qui me surveillait, qui connaissait mes habitudes, qui entrait chez moi.
Je me retins de rire. C'était grossier. Typique. On invente un fantôme protecteur ou amoureux pour impressionner un client vulnérable. Je quittai le cabinet en me promettant de ne plus gaspiller mon argent dans ces absurdités. Les jours passèrent et je n'y pensais presque plus. Jusqu'à ce soir-là. En rentrant chez moi, quelque chose me sembla déplacé, mais je n'aurais pas su dire quoi. Je posai mes affaires, allumai la lumière, et ce fut comme si quelqu'un avait légèrement modifié la scène de mon quotidien. Quelques livres n'étaient plus alignés comme avant. Une chaise que je laissais toujours sous la table s'était écartée. Rien de dramatique, juste assez pour que l'œil accroche. Je me persuadais que c'était moi, que je n'avais pas de mémoire. Mais en marchant dans le salon, je vis la poussière au sol, des traces. Légères, mais distinctes. Une empreinte mal effacée, comme si quelqu'un avait marché en essayant de ne laisser aucune preuve. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je fis le tour de l'appartement. Tout semblait intact, rien de cassé, aucun objet volé. Je décidai de vérifier les fenêtres, par simple réflexe. L'une d'elles, que je fermais toujours, était déverrouillée. Le verrou forcé, mais réparé maladroitement, pour que cela passe inaperçu. Ce ne fut que là que je me rappelai les mots du médium. Il ne ressemblait pas à l'histoire habituelle d'un défunt qui vient veiller sur moi. Il n'avait jamais parlé de mort. Jamais évoqué un esprit. Il parlait de quelqu'un qui me suivait. Qui entrait chez moi. Qui restait proche. Je compris qu'il n'essayait pas de m'impressionner. Il n'inventait pas un fantôme. Il avait senti, ou deviné, une présence réelle. Je passai la nuit assise, sans dormir, les lumières allumées, chaque bruit devenant un avertissement. Le lendemain, je fis changer les serrures, installer un verrou supplémentaire. Je rangeai mes affaires en sachant que cela ne suffirait peut-être pas. Car l'idée la plus effrayante n'était pas qu'un esprit rôde autour de moi. C'était de savoir qu'un vivant le faisait déjà. Je pourrais écrire plusieurs livres sur toutes les choses étranges et inhabituelles, difficiles à imaginer, que j'ai vécues comme infirmière aux urgences. Surtout en travaillant de nuit. Mais l'écriture des livres attendra une autre fois. L'histoire que je vais raconter s'est passée le 17 avril 2021, exactement 5 mois jour pour jour après la mort de ma mère à cause du Covid. Petite précision, j'ai aussi perdu mon meilleur ami et mon père dans une période de 9 mois à cause du Covid. Dire que ces dernières années ont été difficiles serait un vrai euphémisme. Enfin bref. Je suis de garde quand une autre infirmière me demande d'essayer de poser une perfusion à l'un de ses patients. J'entre dans la chambre, je me présente et ce patient, que je n'ai jamais vu ni soigné auparavant, me dit que j'ai une aura merveilleuse, et avant que j'aie le temps de répondre, il ajoute que ma mère est toujours avec moi. J'ai immédiatement la chair de poule mais j'essaie de rester calme et de continuer ce que je dois faire. Au moment où je touche le bras du patient pour vérifier son bracelet, il attrape ma main, me regarde droit dans les yeux et se met à me raconter des choses très précises sur ma mère que personne d'autre ne pouvait savoir. J'étais tellement bouleversé que j'ai dû sortir de la chambre. Je suis allé aux toilettes en pleurant sans pouvoir m'arrêter. J'essaie de me calmer quand les lumières commencent à clignoter pendant environ 2 minutes. J'ai cru que j'allais mourir de peur, mais je me reprends et je demande s'il y a un problème électrique ailleurs. Non, rien du tout, évidemment. Je réussis à me calmer un peu et je retourne dans la chambre pour m'excuser d'être parti comme ça. Le patient s'excuse de m'avoir bouleversé. Je lui dis que je ne suis pas du tout en colère, juste surprise et reconnaissante qu'il ait partagé son don avec moi, parce que j'en avais vraiment besoin. Je respire profondément et je termine la perfusion. Je finis mon service sans trop de chaos. Une fois enfin posé après ma garde, j'appelle ma belle-sœur pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Je lui explique tous les détails de mon expérience. Après mon récit, elle me dit que son fils, mon neveu, a quelque chose à me dire. Il prend le téléphone et raconte. Au même moment où tout cela m'arrivait au travail, il n'arrivait pas à dormir, il n'était pas à l'aise alors il s'est assis sur le bord du canapé et il dit qu'il a vu notre grand-mère. Elle était juste là, debout, il en était sûr.
Je le rassure, je lui dis que je le crois et qu'il n'a rien à craindre. Je lui dis que grand-mère faisait sa tournée pour nous dire qu'elle allait bien, qu'elle veillait toujours sur nous et qu'elle nous aimait. J'admets que j'ai eu peur au début, mais surtout, cela m'a réconforté. Je sais que ma mère voulait juste me dire qu'elle allait bien et qu'elle était encore à mes côtés. Je ne sais pas ce que les autres pensent des esprits ou des médiums, mais moi j'y crois. Il avait parlé de ces esprits qui s'attachent, qui ne savent plus faire la différence entre la personne qu'ils cherchent et celle qui se trouve simplement sur leur chemin. Je l'avais écouté distraitement, en trouvant ça poétique, presque cliché. Une pensée de médium pour impressionner les clients. Rien de grave, rien de réel. Une phrase qui s'évapore une fois dehors. En quittant son cabinet, la vie semblait reprendre son poids normal. Le bruit de la rue, les voitures, les gens pressés. Tout cela réduisait ces histoires à des fictions de salon. Je suis rentré chez moi avec la certitude que la nuit serait identique à toutes les autres. Un peu de solitude, un peu de sommeil, puis un lendemain banal. Je me suis couché, sans aucune inquiétude. Pourtant, quelque chose m'a réveillé bien plus tard. Ce n'était pas un bruit violent, juste un son très ordinaire, trop ordinaire, une marche dans le couloir. Un pas unique, posé avec une lenteur presque hésitante. J'ai d'abord cru que je rêvais. Puis un deuxième pas a résonné, plus marqué, suivi d'un troisième. Chaque déplacement semblait peser sur le silence, comme si la maison retenait son souffle. Je suis resté immobile dans mon lit, le regard tourné vers la porte entr'ouverte de ma chambre. L'obscurité du couloir était plus dense que d'habitude, comme si quelque chose y occupait l'espace. La porte du salon a grincé. C'était un bruit que je connaissais, mais cette fois, il était trop lent, trop contrôlé, comme si une main invisible poussait le battant avec une précaution presque respectueuse. J'ai tendu l'oreille, sans oser bouger. Puis la voix est arrivée. Un murmure sec, difficile à saisir, comme un souffle arraché à quelqu'un qui n'a plus vraiment de corde vocale. Au début, je n'ai pas compris ce qu'elle disait, juste un souffle, un mot coupé. Mais le second murmure a été clair. C'était un nom. Pas le mien. Celui du médium. Le froid s'est installé dans ma poitrine. Si quelque chose s'était attaché à moi, alors je n'étais pas la cible. Je n'étais que le chemin. Le lien le plus fragile, mais aussi le plus accessible. L'esprit ne me voulait pas moi, il me traversait. Il se servait de moi. Comme si ma visite avait laissé une trace, une signature invisible, un fil qu'il pouvait suivre. Une idée horrible m'a traversé, et si ce n'était que le début? Si cette présence continuait à chercher, nuit après nuit, tant qu'elle ne trouvait pas celui qu'elle voulait vraiment? Les jours suivants, la maison est restée silencieuse le jour. Mais la nuit, toujours la même chose. Des pas dans le couloir. La porte du salon qui s'ouvre. Le murmure d'un nom qui n'est pas le mien. Parfois, j'entendais même la voix s'éloigner, comme si elle inspectait les pièces une par une. Sans jamais me regarder. Sans jamais me toucher. Je n'existais pas pour elle. J'ai compris trop tard que l'esprit ne s'est pas accroché à moi par intention. Il s'est accroché parce que j'étais le dernier point de contact. Je ne suis pas médium, plutôt une empathique ou une personne sensible, et je ne savais même pas que ça existait avant que quelqu'un me l'explique. Ce que je vais raconter est arrivé avant que j'apprenne que je pouvais ressentir les émotions des autres, vivants ou morts. Pendant l'été 2007, je suis parti chasser les fantômes pour la première fois. Même si j'avais déjà vécu des choses bien avant, c'était la première fois que j'allais dans un endroit où d'autres membres de ma famille et quelques amis étaient déjà allés et avaient vécu leurs propres histoires. La maison avait 150 ans. L'homme qui vivait là disait que c'était la maison de sa famille depuis toujours. Ses grands-parents y avaient vécu et ses arrière-grands-parents l'avaient construite. Mon mari et ses frères et sœurs connaissaient cet homme et sa famille. Ils savaient que j'étais sensible aux esprits et au surnaturel, alors ils ont pris contact avec lui et il nous a donné la permission de venir. Nous étions 5,
plus ma fille qui avait 8 ans. Nous entrions un groupe à la fois pour éviter de confondre les bruits. Une des histoires que tout le monde racontait, y compris l'homme qui vivait là, parlait de zones froides dans l'escalier qui menait à l'étage. Quand ce fut notre tour de monter, j'avais un petit enregistreur audio pour essayer de capter des voix et un appareil photo bon marché. En montant les marches, peut-être à la 3e ou la 4e, je me suis senti étourdi et j'ai eu l'estomac qui se retournait. Je l'ai dit à voix haute et c'est enregistré. Je ne pouvais plus continuer à monter. J'ai dû sortir m'asseoir une dizaine de minutes avant de me sentir mieux. Sans que je le sache à ce moment-là, l'enregistreur avait capté une voix masculine qui disait oui juste après que j'ai expliqué que je me sentais mal. Je n'avais jamais vécu ça auparavant et mon mari n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, si je voulais continuer ou rentrer. Il ne m'avait jamais vu dans cet état. La soirée s'est bien passée ensuite. Nous avons entendu des pas et avons capté beaucoup de voix et de prénoms que l'homme connaissait. Après cette nuit-là, d'autres choses se sont produites. J'ai eu un moment terrifiant chez ma belle-sœur, dans la maison qu'elle louait. Beaucoup de phénomènes étranges s'y produisaient et je lui avais dit que je sentais que c'était une femme, sans comprendre comment je le savais. Un soir, l'activité était forte et elle m'a demandé de venir. Mon mari et ma fille m'ont accompagné. Ils étaient tous assis autour de la table à parler de ce qui se passait. Je marchais dans la maison pour sentir l'atmosphère. Soudain j'ai été envahi d'une tristesse extrême. Je me suis assise et j'ai éclaté en sanglots. Mon mari et ma belle-sœur me regardaient sans rien comprendre. Je leur ai dit que je ne savais pas ce qui se passait, mais j'avais l'impression qu'elle était entrée en moi par le dos. J'avais froid à l'intérieur et je sentais une tristesse déchirante, c'était ce qu'elle voulait me faire ressentir et je ne pouvais pas l'arrêter tant qu'elle ne m'avait pas traversé. J'étais là à me demander ce qui venait d'arriver tandis qu'il me regardait comme si j'étais folle. Après 15 minutes, tout est parti. Je redevenais moi-même. Après cette nuit-là, chaque fois que j'allais chez ma belle-sœur, je savais si l'esprit féminin était présent. Elle ne m'a plus jamais traversé, mais je pouvais la sentir, la chair de poule, les frissons, les poils qui se dressent. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Je ne l'ai compris que plus tard quand quelqu'un m'a expliqué que j'étais empathique et sensible. Quand ma mère est décédée en 2015, je me suis penché vers son oreille et je lui ai murmuré quelques mots. Je lui ai dit que tout allait bien, qu'elle pouvait partir si elle n'était pas seule, que je serais en paix tant qu'elle ne serait pas abandonnée là où elle allait. Quelques secondes plus tard, j'ai vu son dernier souffle s'échapper. C'était doux et terrible à la fois. Une partie de moi s'est brisée, mais une autre s'est apaisée parce que je sentais qu'elle partait dans la sérénité. Ma mère m'appelait toujours son bien-aimé David. Elle disait que dans la langue hébraïque, le prénom d'Ève signifiait celui qui est aimé. Chaque fois qu'elle le disait, je sentais son affection, presque comme une bénédiction qu'elle me répétait depuis l'enfance. 2 ans plus tard, en 2017, ma vie avait repris son cours. Je venais de rencontrer quelqu'un de vraiment gentil et j'étais très enthousiaste. Au travail, un collègue m'a remarqué sourire sans arrêt et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté que j'avais peut-être rencontré quelqu'un de spécial. Je lui ai montré une photo et il a trouvé l'histoire adorable. Une femme du bureau, qui avait entendu la conversation, s'est alors approchée. Elle m'a demandé si elle pouvait voir la photo. Je pensais qu'elle était simplement curieuse. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'elle voulait voir parce que ma mère voulait voir. Je suis resté figé. Je ne comprenais pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que ma mère était là avec nous. Elle m'a expliqué que ma mère voulait me dire qu'elle était heureuse pour moi, heureuse que j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui je pouvais être moi-même. Elle a ajouté que ma mère savait à quel point ça avait été difficile de grandir en cachant ma vérité, en ne pouvant pas être honnête avec moi-même à propos de ma sexualité. Elle disait que ça lui faisait beaucoup de bien de me voir m'accepter. Je ne trouvais plus les mots. Je n'avais jamais parlé de tout cela avec cette femme. Elle ne connaissait rien de ma vie, encore moins de ma mère. Elle s'est interrompue un instant, puis a demandé si le mot bien-aimé signifiait quelque chose pour moi. J'ai senti mes yeux brûler et mes mains trembler.
C'était le mot que ma mère me murmurait depuis toujours. Elle ne pouvait pas l'inventer. Je me suis demandé comment une inconnue pouvait savoir cela, comment elle pouvait prononcer le même mot que ma mère utilisait comme une caresse. À cet instant, j'ai compris que quelque chose m'échappait. Cette femme n'avait rien à gagner, rien à prouver, et pourtant elle avait transmis un message que seule ma mère pouvait connaître. C'était comme si mon cœur s'était ouvert en grand et que le chagrin, pour un moment, s'était transformé en lumière. J'ai en réalité 3 histoires impressionnantes à propos de médiums. La première me concerne, la deuxième est arrivée à ma mère et la troisième à ma cousine. Nous avons encore les enregistrements de chacune de ces séances, comme des preuves étranges que l'on garde parce qu'on ne sait jamais si un jour quelqu'un voudra les entendre. La première séance était presque une plaisanterie au départ. Ma famille avait amené notre chien chez une médium pour animaux, simplement parce que c'était lors d'un événement caritatif dans une animalerie du quartier. On y allait pour rire, pour passer le temps. Pourtant, elle a commencé à dire des choses tellement spécifiques que toute notre attitude a changé. Elle a parlé du fait que ma sœur avait acheté une nouvelle voiture, beaucoup plus petite que l'ancienne, et que notre chien n'aimait pas du tout y monter. Personne ne pouvait deviner cela. Elle a ensuite mentionné un grand tableau représentant un orignal dans notre salon, et elle a dit que notre chien pensait que l'image devrait être un portrait de lui. C'était absurde et pourtant troublant parce que ce tableau était bien réel. La médium a même rappelé la présence de notre ancien chien, celui qui venait de mourir. Nous n'avions évoqué aucun de ces détails avant la séance. À partir de ce moment, l'atmosphère avait changé. Nous étions passés d'une ambiance légère à une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible nous regardait. La deuxième histoire concerne ma mère. Elle a consulté plusieurs médiums dans sa vie, mais l'une d'elles a donné une lecture tellement précise qu'elle en parle encore aujourd'hui avec émotion. La femme a annoncé qu'un esprit masculin se présentait avec 2 bébés et 2 chiens roux. Elle a même précisé que les noms des chiens commençaient par un son proche de K. Ma mère venait de perdre son père. Elle et sa sœur avaient chacune vécu la tragédie d'un bébé mort-né. Elles avaient aussi 2 golden retrievers roux issus de la même portée, appelés Quincy et Cooper, tous les 2 décédés. Leur père adorait ces chiens. L'idée qu'il soit avec eux et avec les 2 bébés donnait un sens à quelque chose qui n'en avait jamais eu. Toute la lecture était remplie de détails comme celui-ci. Ma mère écoutait en silence et se sentait à la fois apaisée, étonnée et bouleversée. La troisième histoire est celle de ma cousine. Elle avait un chat très malade. Elle avait tout essayé. Examen vétérinaire, analyse, changement de nourriture, traitement en tout genre, rien ne fonctionnait. Le chat dépérissait. Elle a fini par se rendre à une séance médiumnique sans aucun rapport avec l'animal. Au milieu de la lecture, un esprit s'est présenté et a parlé d'un grand-père, probablement le même homme que celui dont la médium avait parlé à ma mère. Il a simplement dit qu'elle devait déplacer la plante qui se trouvait sur la commode. Il n'a donné aucune explication. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas réfléchi, elle a enlevé la plante. Le chat a commencé à récupérer presque immédiatement. Il s'était empoisonné en la grignotant. Personne n'avait imaginé cela. La guérison semblait presque miraculeuse. Il y a de nombreuses années, ma petite amie de l'époque travaillait avec un homme que j'appellerai David, qui prétendait être médium. Elle m'en avait parlé 1 ou 2 fois, mais comme je n'y croyais pas du tout, je n'y avais pas prêté attention. Un jour, j'étais dans mon lieu de travail, un petit bureau, avec seulement ma patronne que j'appellerai Jane. Je parlais au téléphone avec ma petite amie, qui se trouvait aussi au travail dans un bureau à environ 30 km du mien, quand elle m'a interrompu en plein milieu d'une phrase et m'a dit « Attends, David veut que je te demande s'il y a quelqu'un dans ton bureau qui a un lien avec le nom Green. » Nous n'étions que 2, moi et ma patronne Jane, alors je lui ai simplement demandé si elle avait un lien avec le nom Green et elle m'a regardé fixement avant de dire que c'était le nom de jeune fille de sa mère. J'ai transmis cette information à David par téléphone. Il m'a ensuite demandé de dire à Jane que son père lui disait bonjour. Je venais tout juste de commencer à travailler avec Jane et je ne savais presque rien d'elle.
Je ne savais certainement pas que son père était décédé récemment. Et c'était en 1993, bien avant Facebook et tout le reste. Ce qui a suivi a été quelques minutes très étranges pendant lesquelles je relayais des messages à Jane venant apparemment de son père de l'autre côté. Il a donné le nom de son meilleur ami, que Jane a confirmé, et il a dit avec qui il se trouvait. Il a demandé aussi si elle s'occupait de la bague qu'il lui avait réellement donnée juste avant de mourir. À un moment, j'ai évidemment passé le téléphone à Jane, qui a continué la conversation directement avec David. Elle a terminé l'appel en larmes. Comme je l'ai dit, c'était avant que l'Internet n'existe vraiment et il n'y avait absolument aucun moyen pour David de connaître ces informations sur Jane et son père. Cela m'a bouleversé et je ne l'ai jamais oublié. Il y a environ 5 ans, j'ai consulté une voyante dont une amie de la famille disait qu'elle était réellement douée. J'y suis allé en sceptique et j'en suis ressorti complètement convaincu. Elle utilisait des cartes de tarot et connaissait des choses qui auraient pu être des coïncidences, comme le fait que je venais d'acheter une maison et que j'étais en plein travaux. Mais elle savait aussi des détails très précis que personne au monde ne pouvait deviner. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle connaissait mes problèmes hormonaux et cette opération que j'avais subie, celle qui rendait une grossesse presque impossible. Pourtant, elle m'a annoncé que malgré tout cela, j'aurais un enfant, plus tard dans ma vie. Vers la fin de la séance, elle m'a tendu les cartes et m'a demandé de les mélanger. Puis elle m'a dit de poser mentalement 3 questions, une à la fois. J'ai voulu vérifier si elle était réellement authentique. Ma première question a été: est-ce que je vais avoir des enfants? À la moitié du tirage, au moment où elle posait la 3e carte sur la table, elle s'est arrêtée, m'a regardé sévèrement et m'a reproché de répéter une question dont elle m'avait déjà donné la réponse. Elle m'a déclaré qu'elle m'avait déjà dit que j'aurais un enfant unique. À cet instant précis, j'ai su qu'elle ne jouait pas un rôle. En sortant de chez elle, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de l'espoir, c'était la sensation que ma vie n'était pas complètement écrite d'avance, que même contre les obstacles, il y avait une chance. Pendant longtemps, j'ai gardé cette séance pour moi comme un secret précieux. Parfois, quand je doutais ou quand les traitements médicaux échouaient, je repensais à sa voix et à sa certitude. Elle n'avait rien cherché à me vendre, rien demandé en retour, elle avait simplement parlé avec assurance, comme si elle avait vu quelque chose qui échappait aux autres. Que l'on y croit ou non, cette rencontre avait planté une graine dans mon esprit et dans mon cœur, une petite lumière qui refusait de s'éteindre. La séance s'était déroulée comme d'habitude. Le médium était quelqu'un de bien, doux, presque rassurant. Il m'avait beaucoup aidé ces derniers mois, à dépasser quelques ombres que je traînais depuis longtemps. Je lui faisais confiance. Je n'avais jamais ressenti de malaise avec lui, au contraire. Mais, ce jour-là, à la fin, quelque chose m'avait glacé. Il m'avait donné une date. Pas comme une prédiction dramatique, juste comme un avertissement maladroit, sorti malgré lui. Je savais qu'il n'aurait jamais cherché à me faire peur. Pourtant, depuis ce moment, je sentais une tension dans sa manière de me regarder, comme s'il regrettait aussitôt ses propres mots. Au début, je m'étais moqué de moi-même. Rien ne devait se passer. Les médiums disent parfois des choses étranges, sans importance. Ce n'était qu'un jour comme un autre sur le calendrier. Mais à mesure que la date approchait, quelque chose changeait. Je recevais des appels anonymes qui se coupaient dès que je répondais. Des messages vides, seulement des numéros inconnus. La nuit, un bruit répétitif se faisait entendre devant ma fenêtre, comme un pas qui ne bougeait jamais, mais qui restait. J'essayais de me dire que je devenais paranoïaque, que mon imagination prenait trop de place. Pourtant, une sensation persistait, diffuse, presque logique malgré moi, ce n'était pas une menace venant de lui. Ce n'était pas son genre. Il avait dit cette phrase comme quelqu'un qui veut t'aider, pas comme quelqu'un qui veut t'effrayer. Je ne savais pas si j'étais en danger, ou si le danger venait de ma propre tête. La date se rapprochait encore. Je n'avais aucune certitude, aucune explication, seulement une peur silencieuse et grandissante.
Je ne savais pas ce qui allait se passer le 14. Mais, pour la première fois, je songeais sérieusement à ne pas sortir ce jour-là. Quand j'étais enfant, j'ai fini par étouffer mes capacités sans même m'en rendre compte. Je voyais trop de choses, je ressentais trop de présence, et beaucoup d'entre elles me terrifiaient. Je voyais des morts qui ressemblaient à des vivants, des gens assis sur un banc, traversant une rue, me regardant comme si j'étais la seule capable de les remarquer. Personne autour de moi ne les voyait, alors je restais silencieux. J'ai vu des esprits qui n'étaient pas humains, des formes étranges qui passaient dans une pièce comme des ombres conscientes. J'ai vu des animaux fantômes, de petites créatures qui brillaient comme des lucioles et que certains auraient appelées des fées. Il y a aussi des choses pour lesquelles je n'ai pas de mots, des silhouettes et des voix qui ne ressemblaient à rien de connu. Grandir avec tout cela aurait peut-être été plus simple avec une mère rassurante, mais la mienne avait peur de tout. De ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Elle portait ses propres blessures, ses cauchemars, sa méfiance du monde et de tout ce qui le dépasse. Au lieu d'apprendre à apprivoiser ce que je percevais, j'ai appris à en avoir honte. La moindre sensation étrange m'angoissait. Je finissais par me cacher sous les couvertures en espérant que les présences disparaissent. Pendant très longtemps, j'ai vécu dans la peur, comme si l'invisible m'épiait et n'attendait qu'un faux pas. Avec le temps, mon esprit a fermé les portes de lui-même. Les visions se sont estompées, les voix se sont tues. À l'extérieur, j'avais l'air parfaitement ordinaire. À l'intérieur, je me sentais amputé d'une partie de moi. Ce n'est que ces dernières années que les choses ont changé. J'ai cherché de l'aide, j'ai appris à calmer mes crises d'angoisse, à respirer, à faire la paix avec ce que je suis. Ce processus est lent, fragile, mais il avance. Je recommence à ressentir sans paniquer, à ouvrir des espaces que j'avais verrouillés. Certaines nuits, il m'arrive encore de sentir une présence ou d'apercevoir une silhouette, mais je n'ai plus envie de courir. Je me demande si ces visions sont un fardeau ou un don, une malédiction ou une façon de comprendre ce que d'autres ignorent. Je ne sais pas exactement où tout cela me mènera. Peut-être que mes capacités reviendront complètement ou peut-être qu'elles trouveront une forme différente, plus douce. Pour la première fois, je veux les accueillir plutôt que les combattre. Et peut-être qu'au bout du chemin, je ne sentirai plus la peur, seulement la curiosité. Les médiums ont une mauvaise réputation parce qu'il existe beaucoup d'arnaqueurs, mais toutes ces impostures font oublier qu'il y a aussi des personnes sincères qui possèdent de véritables capacités. Au cours de ma vie, j'en ai croisé quelques-uns qui m'ont réellement aidé. L'une d'elles, je l'ai rencontrée lors d'une soirée entre femmes. Ce n'était pas un endroit intime, personne ne se connaissait, on attendait simplement notre tour dans une file pour recevoir une lecture. Elle ne pouvait rien savoir de moi, pas mon nom, pas mon histoire, pas mon passé. Quand je me suis assise en face d'elle, elle m'a à peine regardé quelques secondes et m'a dit qu'un enfant était avec moi, une petite fille. Elle a affirmé que c'était ma fille qui n'était jamais née. Je suis resté figé. L'année précédente, j'avais vécu une fausse couche et je n'en avais jamais parlé publiquement. Je lui ai expliqué que j'en avais en réalité vécu deux. Elle a regardé au-delà de moi, comme si quelque chose attirait son attention, et un silence étrange a rempli l'air. Finalement, elle a dit qu'une seule enfant m'accompagnait parce qu'une seule avait eu un cœur qui battait, alors que l'autre jamais. Elle ne pouvait pas deviner cela. Je n'étais qu'une inconnue parmi d'autres. Elle m'a ensuite dit que ma maison était hantée, ce que je savais déjà. Elle a proposé de venir la purifier avec son équipe spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Ils sont venus chez moi, ont travaillé pendant des heures pour faire disparaître cette présence lourde et agressive qui empoisonnait l'ambiance. Ils n'ont rien demandé en échange. Pas d'argent, pas de service, rien. Ils étaient là parce qu'ils voulaient aider. J'ai fini par rejoindre son équipe pendant quelque temps. Nous allions chez des familles angoissées, dans des maisons où les gens vivaient dans la peur ou la tristesse. Nous apportions du réconfort, parfois des réponses, parfois seulement une paix difficile à expliquer. Elle n'a jamais demandé le moindre paiement à qui que ce soit. Alors où est l'arnaque dans ce genre de situation ?
Ceux qui affirment que les médiums ne sont que des escrocs ne connaissent pas tous les visages de ce monde. Il y a des profiteurs, c'est vrai, mais il existe aussi des âmes honnêtes qui se consacrent à aider sans rien attendre. Plus tard, j'ai vécu une autre rencontre marquante avec une autre médium, tout aussi incroyable, et elle aussi a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ces expériences n'ont pas répondu à toutes mes questions, mais elles m'ont appris qu'il existe des choses que la logique seule ne peut pas expliquer. Je n'avais jamais vraiment pensé au médium. Pour être honnête, je n'y croyais pas particulièrement. Pour moi, c'était un domaine mystérieux, peut-être même inventé. Pourtant, il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire ma toute première séance de Reiki, simplement pour me détendre et essayer quelque chose de nouveau. La praticienne qui me recevait était aussi médium, mais je n'y prêtais pas attention. Je pensais que cela n'aurait aucune importance. Ce n'est qu'au début de la séance que tout a changé. Après quelques minutes, ma praticienne s'est mise à tousser violemment, comme si sa gorge se serrait. Elle a fermé les yeux et m'a expliqué qu'elle était en train de canaliser un esprit lié à moi. Elle m'a demandé si quelqu'un de proche était décédé à cause de problèmes respiratoires. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai répondu que ma belle-mère, qui avait été comme une deuxième maman pour moi, était morte d'un cancer du poumon environ 1 an plus tôt. À partir de ce moment, la séance a pris une tournure presque irréelle. La médium a commencé à transmettre des messages qui, selon elle, venaient de ma belle-mère. Elle disait des choses très précises, des détails intimes que personne d'extérieur à notre famille ne pouvait connaître. Elle a parlé du jour où j'avais chanté à l'enterrement, avec ma voix qui tremblait mais qui voulait lui rendre hommage. Elle m'a ensuite appelé par le surnom que ma belle-mère m'offrait toujours avec tendresse. Entendre ce mot, dans cette pièce calme, a été comme recevoir un coup au cœur. J'ai éclaté en sanglots. Une chaleur étrange m'a traversé, comme si sa présence m'entourait de nouveau. Pendant un instant, j'ai senti son énergie, exactement comme au dernier jour où je l'avais vue à l'hôpital. Ce n'était pas une simple impression. C'était un contact, une présence, une reconnaissance silencieuse. La douleur de son absence s'est transformée en quelque chose de doux et de réconfortant. Quand j'ai raconté tout cela à mon fiancé, il a refusé d'y croire. Il est athée, sceptique, rationaliste. Il s'est persuadé qu'elle m'avait cherché sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Pourtant, je ne lui avais donné que mon prénom et mon numéro de téléphone. Même en fouillant, elle n'aurait jamais trouvé que j'avais chanté à la cérémonie, ni le surnom que ma belle-mère me donnait, puisque rien de tout cela n'a jamais été publié nulle part. J'ai eu beau tenter d'expliquer ce que j'avais ressenti, il continuait à chercher une explication logique. Moi, au contraire, je suis sorti de cette séance avec le cœur bouleversé mais apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma belle-mère n'était pas partie complètement. Elle veillait encore, quelque part, et ce simple moment a suffi à rouvrir une porte que je croyais définitivement fermée. Je vis aux États-Unis, mais en décembre 2002 j'étais de retour à Porto Rico et pendant mon séjour, mon cousin m'a emmené voir une femme qui lisait les cartes de tarot et qu'il trouvait vraiment impressionnante. Je n'avais jamais consulté de voyante ou de lectrice de cartes auparavant et j'en avais envie, donc ça m'allait très bien. Pendant la séance, la lectrice m'a parlé de plusieurs choses, puis elle m'a demandé si j'avais des questions. J'en avais 2. J'ai demandé quand est-ce que j'allais pouvoir gagner ma vie grâce au métier que j'avais choisi et quand est-ce que j'allais rencontrer la personne avec qui je suis censé être. J'ai volontairement posé mes questions de manière vague pour ne pas trop l'orienter. Pour la première question, elle m'a répondu 6 à 8 ans environ. Pour la deuxième, elle a dit 1 ou 2 ans. Bientôt. C'est assez étrange et j'y pense régulièrement parce qu'elle avait raison, mais pas du tout de la façon que j'imaginais. Pour la première question, je suis artiste. Un artiste plutôt pauvre, fauché et au chômage permanent. Je galère depuis le début, tellement que j'ai souvent l'impression que je ne m'en sortirai jamais et que je suis condamné à une vie de survie comme ça pour toujours. Cela fait presque 20 ans que ça dure. Cependant,
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant par rapport à ce que la lectrice avait prédit, aussi pauvre et aussi souvent sans emploi que je sois, je n'ai pas eu de travail à plein temps depuis presque 6 ans. En juillet, cela fera 6 ans que je n'ai pas eu à travailler pour gagner ma vie. C'est comme si j'étais en vacances depuis plus d'un demi-siècle. C'est plutôt cool. Le revers, c'est que je suis toujours très pauvre et que je dois faire extrêmement attention à mes finances, mais au moins je n'ai pas dû faire un travail que je déteste juste pour payer mon loyer, vivre de façon indépendante et continuer à créer. Et ça, c'est vraiment génial. La dernière fois que j'ai eu un emploi, c'était en juillet 2009. La voyante m'a dit en décembre 2002 que dans 6 à 8 ans je commencerais à gagner ma vie dans mon domaine. Et elle ne s'est pas trompée. Elle a visé juste. Concernant ma deuxième question, quand est-ce que j'allais rencontrer la personne avec qui je suis censé être, je n'ai pas demandé quand j'allais rencontrer mon âme sœur parce que je ne voulais pas qu'elle me réponde un truc horrible comme, je cite, en mode tu n'es destiné à personne. J'ai gardé ça neutre. Et là encore, elle avait raison. Je me suis mis sérieusement en couple avec ma petite amie environ 1 an après mon retour de Porto Rico, exactement dans la période annoncée. Nous sommes toujours ensemble. Le mois prochain, juillet 2015, cela fera 11 ans. Ce n'est pas une relation parfaite tombée du ciel. Cela demande beaucoup de travail, mais cela fait 11 ans que nous sommes ensemble et tout montre que c'est la personne avec qui je suis censé vivre. Donc là aussi, la lectrice avait bien vu. J'ai eu plus d'une séance avec des médiums qui étaient très précises. Dans l'une d'elles, le médium a mentionné le fait que les cendres de mon père étaient dans une boîte et qu'il fallait les déplacer parce qu'elles cognaient partout. Elles étaient effectivement dans le coffre au-dessus de ma camionnette et bougeaient tout le temps. Je n'arrivais pas à me résoudre à les disperser et je pense que j'étais un peu dans le déni à propos du fait de devoir les déplacer. Le deuxième exemple que je peux donner concerne une amie qui est médium. Elle a regardé une œuvre d'art dans ma maison et a dit qu'elle sentait que mon frère et mon père étaient liés à cette image. C'était une photo de Teahupo'o que j'avais offerte à mon père comme cadeau et mon frère est mort en surfant, ce qu'elle ignorait totalement. Plus tard, nous étions assises autour d'une table avec plusieurs bougies. Elle m'a dit que mon frère regrettait de ne plus faire cela avec moi, se rassembler autour d'un feu avec des amis. Elle ne pouvait pas savoir que mon frère et moi avions passé plusieurs étés à San Diego où nous faisions presque chaque soir des feux de camp avec des amis pendant l'été. Je suis convaincu que c'est réel. Et je comprends l'idée d'être athée tout en croyant au médium. La définition exacte de l'athéisme est l'absence de croyance en un Dieu polythéiste ou monothéiste. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire à d'autres concepts spirituels, seulement qu'on ne croit pas en un ou plusieurs dieux qui gouverneraient le monde matériel. Les deux idées ne sont pas du tout incompatibles. Je n'avais jamais cherché un médium. C'est l'un d'eux qui m'a trouvé. Un jour, je marchais tranquillement dans ma ville. Je passais devant une petite boutique de cristaux et d'aromathérapie. Je l'avais souvent vue, sans jamais oser entrer. Ce jour-là, après un long débat intérieur, je me suis enfin décidé à franchir la porte. C'était la toute première fois que j'y mettais les pieds. Je n'avais avancé que de quelques pas à l'intérieur que, soudain, une jeune femme de mon âge s'est approchée de moi et m'a entraîné doucement sur le côté. Je ne savais pas qui elle était, mais elle était en fait la propriétaire du magasin. Sans même me laisser parler, elle m'a regardé avec sérieux et m'a dit qu'elle ne faisait presque jamais cela, mais que ses guides insistaient pour qu'elle me transmette un message. Il y avait dans son regard une certitude calme, comme si elle était en train de recevoir les mots au même moment où elle les prononçait. Elle s'est mise à décrire des événements précis de ma vie, vécus au cours de l'année précédente. Des choses extrêmement personnelles. Rien qui pouvait se deviner. Rien que quelqu'un aurait pu retrouver en cherchant des informations sur moi. Elle savait que j'avais été très spirituel autrefois, profondément connecté à ce monde invisible. Elle savait aussi que j'avais soudain tout fermé, que j'avais abandonné chaque signe de spiritualité pour me réfugier uniquement dans le côté matériel de la vie. Elle a expliqué que quelque chose de très négatif m'était arrivé, et même si je préfère garder ces détails pour moi, elle les a décrits exactement.
Elle m'a dit que ce retrait était compréhensible, presque nécessaire pour guérir. Mais en coupant ce lien, j'avais aussi fermé la porte à mes propres guides. Selon elle, ils essayaient désespérément de me parler, de me faire sentir qu'ils étaient encore présents. Ils voulaient que je sache que je n'étais pas seul, que je n'avais jamais été abandonné. Ils me suivaient toujours, même si je ne les ressentais plus. Et ils attendaient simplement que je baisse mes murs pour revenir vers eux. Pendant tout ce temps, je n'avais pas prononcé un mot. Je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais parlé à qui que ce soit de ce changement dans ma vie. Même mes proches n'étaient pas au courant de mon ancienne connexion spirituelle, ni de la manière dont je l'avais bloquée après avoir été brisé. Personne ne savait à quel point je me sentais seul, ni à quel point j'étais blessé. J'avais gardé tout cela enfermé en moi. Mais elle le savait. Ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'elle n'a pas essayé de me vendre quoi que ce soit. Elle ne m'a pas proposé de séance, de pierre, ni de rituel. Elle m'a juste transmis son message, m'a souhaité une bonne journée et est retournée derrière son comptoir, près de son chien qui dormait paisiblement. Comme si ce qu'elle avait à dire venait d'un endroit tellement sincère qu'il n'y avait rien d'autre à ajouter. En sortant de la boutique, j'avais le cœur bouleversé. Je sentais quelque chose se fissurer doucement à l'intérieur, comme si une lumière revenait après avoir été étouffée trop longtemps. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti moins seul. Au début, il ressemblait à tous les autres. Fatigué, les yeux rougis, comme un homme qui porte un deuil trop lourd et pas assez de mots pour le décrire. Il s'assit devant moi, nerveux, presque tremblant. J'avais l'habitude de ce genre de douleur. J'essayais toujours d'apporter un peu d'apaisement, même lorsque mes consultations frôlaient l'irrationnel pour certains. Lorsque je me concentrais sur ce qu'il m'avait raconté, je perçus simplement une émotion, un sentiment de manque, un objet symbolique, une scène domestique sans importance pour le monde mais essentielle pour lui. C'était le genre de détail qui réveille l'espoir. Son visage se transforma immédiatement, comme si on venait d'ouvrir une fenêtre dans une pièce trop sombre. À partir de cet instant, quelque chose changea. Je pensais qu'il repartirait comme les autres, un peu plus léger, peut-être soulagé, avec l'impression d'avoir obtenu un geste de l'invisible. Mais il commença à revenir. D'abord toutes les semaines. Puis plusieurs fois dans la même semaine. Il attendait que j'aie une nouvelle perception. Je lui expliquais que je n'avais rien de plus à dire. Il refusait de l'entendre. Ces messages commencèrent à arriver très tard. Il me parlait de signes, de rêves, de preuves imaginaires. Il disait que je n'avais pas le droit d'arrêter, que seule ma présence calmait sa douleur. Un jour, il m'avoua qu'il avait retrouvé mon adresse. Je n'aurais jamais dû le prendre à la légère. Je le vis la première fois au bout de la rue, immobile, comme une ombre perdue. Je pensais à une coïncidence. La seconde fois, il patientait devant ma porte, les yeux cernés, incapable d'admettre la frontière entre ma vie et la sienne. Je pris l'habitude de rentrer plus tard, de vérifier derrière moi, de ne jamais ouvrir sans regarder par la fenêtre. Il se mit à croire que j'avais une responsabilité envers lui, comme si je détenais un fil invisible reliant son monde au défunt. Je sentais sa détresse, mais elle se mélangeait à quelque chose de plus inquiétant, plus dur. Ce qui avait commencé comme de la peine s'était transformé en obsession. Il m'écrivait jour et nuit. Sa tristesse devint exigence, puis menace. Il disait qu'il ferait n'importe quoi pour retrouver le contact avec son proche, même si cela devait me blesser, même si je devais disparaître pour que lui puisse continuer. Je compris soudain qu'il n'essayait pas seulement d'entendre les morts. Il voulait posséder les vivants. Un matin, je trouvai un objet personnel à moi posé devant ma porte. Rien de violent, rien d'explosif. Juste quelque chose que seul quelqu'un entré chez moi pouvait avoir déplacé. Ce fut le point de bascule. J'appelai la police, je déposai une main courante, je changeai mes serrures. Pendant un moment, je vécus enfermé, la gorge serrée, le moindre bruit devenant une alerte. Puis il disparut. Comme si l'obsession s'était éteinte d'un seul coup ou s'était tournée vers autre chose. Je n'ai jamais su où il était parti. Parfois,
Très tard, je crois apercevoir une silhouette qui ressemble à la sienne au coin d'une rue. Peut-être que ce n'est qu'une peur que je transporte avec moi. Je m'y étais rendu pour rire. Une amie m'avait lancé le défi d'aller voir un médium, juste pour tester. J'avais inventé une histoire, un mort imaginaire, une petite mise en scène pour voir jusqu'où le voyant oserait aller. Je n'attendais rien. Ce n'était qu'un jeu. Mais au moment où je terminais mon récit, quelque chose avait changé sur son visage. J'avais vu son expression se vider instantanément, comme si une ombre venait d'effacer toute couleur. Ses yeux, fixés sur un point juste derrière mon épaule, semblaient se perdre dans un espace que je ne voyais pas. Il s'était figé. Je m'étais senti ridicule, prêt à rire, prêt à dire que tout ça n'était qu'une blague. Pourtant, l'air autour de nous s'était épaissi, comme si la pièce se refermait. Il avait parlé d'une présence. Pas celle que j'avais inventée. Quelqu'un d'autre. Une entité qu'il n'attendait pas. Une force déplacée. Une erreur. Et dans son regard, je n'avais vu ni manipulation, ni volonté de me faire peur. Seulement une peur brute, comme si j'avais déclenché quelque chose par accident. Je n'ai pas pris cela au sérieux sur le moment. Je suis sorti du cabinet en me moquant de moi-même. Mais la nuit suivante, alors que je passais devant le miroir du couloir, j'ai cru voir une silhouette immobile derrière mon reflet. Le temps d'un clignement d'œil, elle avait disparu, laissant une sensation glacée dans ma poitrine. Les jours qui ont suivi, tout s'est aggravé. Chaque miroir de la maison semblait retenir une ombre dans ses bords. Une forme humaine, trop haute, trop immobile. La nuit, quelqu'un murmurait mon nom dans le noir, pas assez fort pour comprendre, juste assez pour empêcher le sommeil. Je reconnaissais cette voix. Je savais exactement à qui elle appartenait. Et ce n'était pas le mort inventé pour le jeu. Je crois que j'ai attiré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait jamais dû me voir, ni m'entendre. Un mort qui n'était pas destiné à moi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il ne veut plus repartir. Quand j'ai commencé ma formation psychique avec un professeur, je me souviens d'avoir commencé à ressentir des sensations de froid qui me traversaient et d'entendre les lattes du plancher craquer comme si quelque chose marchait dans ma chambre. Je pensais que c'était le bois qui se dilatait avec la température, mais à chaque fois que j'entendais les craquements, une vague de froid me traversait soudainement, sans raison. Finalement, j'ai appris que c'était un fantôme, un esprit resté sur Terre, ce qui faisait sens parce que j'avais fréquenté 2 femmes sensibles au paranormal et toutes les 2 avaient détecté ce même esprit. Ce qui m'a effrayé au début, c'est qu'il vivait dans le placard quand il n'était pas actif. Le placard m'avait toujours fait peur quand j'étais enfant. Mon frère et moi nous étions même disputés pour savoir qui allait dormir du côté du placard dans la chambre que nous partagions. Sentir que le fantôme était dans le placard et qu'il en sortait la nuit pour interagir avec moi, c'était la réalisation de ma peur d'enfant. La seule façon de combattre cette peur, c'était de comprendre ce qui se passait et quoi faire. Après plusieurs jours de recherche, j'ai découvert que ma peur n'était pas si irrationnelle parce que les fantômes restent dans des endroits sombres et frais pendant la journée, comme les placards, sous les lits, les salles de bain ou les coins sombres. J'ai appris que créer un vortex, une sorte de portail, permettait de faire partir l'esprit. Je l'ai fait et je n'ai plus jamais été dérangé. Mais il m'arrive encore d'avoir peur la nuit, parce qu'il n'est pas facile de vivre avec l'idée qu'il existe des entités qui peuvent t'attaquer ou te faire du mal, et que tu ne peux pas te défendre sans te lever dans le noir pour aller chercher les outils de protection. Le médium que j'ai consulté plusieurs fois, et que je dois revoir cette semaine, m'a révélé une quantité de choses impossibles à deviner. Il a prononcé le nom de mon arrière-grand-père. Il a décrit l'endroit où il travaillait, les outils qu'il utilisait, la manière dont il est mort. Il a parlé de moi, de mon propre lieu de travail, de certaines habitudes que je n'avais jamais mentionnées à personne. Il a aussi évoqué ma mère, comme s'il avait assisté à certains moments privés de notre vie. Ce médium dit que si quelqu'un souhaite entrer en contact avec un proche disparu, il suffit d'apporter une photographie dans une enveloppe.
Avant même de l'ouvrir, il donne toutes les informations qu'il peut ressentir sur la personne. Nous avons tenté l'expérience avec une photo de la tante de ma mère. Il ne savait rien de nous, pourtant il a décrit son caractère, ses passions, sa façon de parler et même son nom. C'était déroutant et fascinant. Plus il parlait, plus nous avions l'impression d'entendre la voix de cette femme revenir d'un autre monde. Personnellement, cela m'apaise. Avoir l'impression qu'un lien existe encore avec ceux qui sont partis, même si ce lien est fragile et mystérieux, me donne une forme de réconfort. Je ne demande pas de preuves, seulement une sensation de guidance ou de présence. Et après chaque visite, je me suis senti plus léger, comme si les morts continuaient à marcher à côté de nous. J'ai déjà consulté une autre médium dans le passé. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Je ne suis pas sceptique, mais je ne suis pas du genre à croire aveuglément. Ce qu'elle disait semblait trop vague, trop général, comme si elle piochait dans des phrases qui peuvent s'adresser à n'importe qui. Rien ne résonnait dans mon cœur. Rien ne portait la trace du réel. En la quittant, je n'ai rien ressenti, ni réconfort, ni présence. C'est à ce moment que j'ai compris que tous les médiums ne se ressemblent pas et que certains ont cette capacité exceptionnelle, tandis que d'autres n'offrent qu'une façade. Dans notre ville, il y avait une médium réputée pour être très précise. On disait qu'elle communiquait avec les défunts, et je n'y croyais pas vraiment, jusqu'au jour où elle a affirmé entrer en contact avec mon père. Elle mélangeait des cartes de tarot sans réellement les interpréter. C'était comme si les cartes servaient seulement de support, un moyen d'attraper une sorte d'énergie qu'elle ressentait. Ce qui m'a troublé, c'est la façon dont elle parlait. Elle utilisait exactement le vocabulaire de mon père, des expressions qui n'appartenaient qu'à lui, des tournures de phrases que personne ne pouvait inventer. À un moment, elle m'a donné des informations qui auraient pu me blesser si elles n'avaient pas été vraies, et c'est justement ça qui m'a convaincu. Mon frère a vécu une expérience semblable avec elle et en est ressorti bouleversé. Pourtant, certains amis n'ont pas ressenti la même exactitude. C'est étrange de voir comment une personne peut toucher certains et pas d'autres. C'était il y a 30 ans, et elle doit sans doute avoir quitté ce monde depuis longtemps. À la même époque, j'avais organisé une soirée chez moi, une sorte de réunion comme celle où l'on vend des boîtes en plastique, sauf que cet invité parlait aux esprits. Mes amis étaient fascinés tandis que je restais sceptique. Elle me semblait vague, trop générale. Elle a pourtant enregistré la séance sur une cassette, que j'ai rangée puis oubliée pendant des années. Un jour, je suis retombé dessus et je l'ai écoutée par curiosité. Mon fils était un nourrisson à l'époque de la séance, à peine âgé d'1 mois. Je ne pense même pas qu'elle savait qu'il dormait dans une pièce voisine. En réécoutant, j'ai entendu sa voix dire qu'elle ressentait quelque chose au sujet de mon petit garçon. Elle a décrit son enfance avec une précision surprenante, des événements qui allaient le marquer, des capacités qu'il développerait, la manière dont il se comporterait avec le monde. Elle a même évoqué une carrière qui semblait totalement improbable à l'époque. En voyant les années passées, j'ai reconnu ces éléments un par un. Les traits qu'elle avait décrits sont devenus réels, les talents sont apparus, et son avenir s'est rapproché de ce qu'elle avait annoncé. J'ai compris trop tard que cette séance que je n'avais pas prise au sérieux était bien plus troublante que je ne l'avais cru. Cela m'a montré que parfois, on ne réalise la portée de certaines paroles qu'avec le recul du temps, quand la vie finit par ressembler à une prophétie que l'on n'avait pas voulu croire. Seuls mes amis proches le savent parce que j'ai peur que les gens me trouvent bizarre, mais j'espère que quelqu'un ici pourra m'aider à comprendre. Je sens la mort sur les gens. Cela me frappe d'un coup et cela me coupe souvent le souffle. Parfois l'odeur est beaucoup plus forte et j'ai fini par comprendre que plus elle est forte, plus la personne qui va mourir a un lien proche avec moi. Ce n'est pas toujours un membre de ma famille, ni même quelqu'un que je connais, mais il y a toujours un lien avec quelqu'un qui compte pour moi. Je vais donner quelques exemples. Un jour au travail, une fille est passée près de moi et je l'ai sentie. Je sens toujours cette odeur sur une personne directement. Cela m'a surprise et la fille à côté de moi m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit qu'elle ne me croirait pas et elle m'a répondu qu'elle m'écouterait.
Alors je lui explique que je sens la mort et que je viens de la sentir sur la fille qui vient de passer. Je voyais bien qu'elle avait envie de lever les yeux au ciel. Peu après, une autre collègue reçoit un appel et elle se met à pleurer. On lui demande si ça va et elle dit que son cousin vient d'être tué dans un accident de voiture. J'ai cru que la collègue à qui j'avais parlé allait s'évanouir. Une autre fois, j'ai senti la même odeur sur un autre collègue. C'était si fort que cela a duré des semaines. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, j'avais envie de vomir. Après environ 3 semaines à l'éviter, mon cousin, avec qui j'étais très proche, est mort soudainement à l'âge de 28 ans. Je n'ai plus jamais senti cette odeur sur cet homme. J'ai aussi eu des images très claires de certains événements avant qu'ils ne se produisent. Je précise que ma grand-mère maternelle faisait des lectures psychiques et ma mère m'a révélé il y a quelques années qu'elle pouvait lire les cartes elle aussi. Cela m'a complètement bouleversé puisque j'ai appris cela à 51 ans. J'étais venu chercher du réconfort, pas une menace. Une amie m'avait conseillé ce médium après une période compliquée. J'étais fatigué, stressé, vulnérable. Je voulais juste entendre que tout irait mieux. Pendant la séance, son attitude changea brusquement. Il fronça les sourcils, posa la main sur sa poitrine, comme s'il percevait quelque chose d'invisible. Il expliqua que je n'étais pas seul, qu'une intention sombre m'entourait, qu'une personne de mon entourage nourrissait de la jalousie, du ressentiment. Il parlait d'attaques d'énergie, de protection nécessaire, de menaces silencieuses. Au début, j'y crus un peu. Peut-être parce qu'il parlait avec une assurance étrange, ou parce que j'avais besoin de me sentir protégé. Il me proposa de veiller sur moi, de travailler à distance, de surveiller mes énergies. Il me dit qu'en cas d'urgence, il pourrait venir purifier mon espace. Je n'aurais jamais dû accepter. Au début, il m'envoyait des messages rassurants. Puis il devint insistant. Il voulait des détails sur ma vie, mes amis, mes horaires. Il répétait que je courais un danger, que seule sa présence pouvait m'aider, que je devais lui faire confiance. Il parvenait à transformer chaque inquiétude en preuve que je devais rester en contact avec lui. Un soir, il m'annonça qu'il avait senti une attaque énergétique et qu'il avait dû intervenir. Lorsque je voulus comprendre, il répondit qu'il avait veillé sur ma maison. Je crus à une métaphore, une sorte d'image spirituelle. Ce n'était pas le cas. Quelques jours plus tard, je remarquai une silhouette devant mon immeuble. Debout, immobile, comme quelqu'un qui attend patiemment. Lorsqu'il leva la tête, je reconnus son visage. Il me fit un signe discret, comme si tout cela était normal. Je rentrai chez moi sans oser regarder en arrière. À partir de ce moment, je le vis partout. Dans la rue qui mène à mon travail. À la sortie de mon supermarché. Assis dans un café où je n'avais jamais dit que j'allais. Il disait que c'était le destin, que nos chemins se croisaient parce que j'avais besoin de lui. Mais il savait où me trouver. Tout le temps. Ce n'était plus de la protection. Ce n'était pas de la spiritualité. C'était une obsession. La sienne, pas la mienne. Je commençais à me sentir piégé. À vérifier derrière moi. À fermer les rideaux même en plein jour. Je réalisais qu'en lui donnant mon adresse pour une prétendue purification, je lui avais ouvert une porte qu'il ne comptait jamais refermer. Le pire, c'était la douceur de son ton, l'apparente bienveillance dans ses gestes. Comme si dans son esprit, il m'aimait, me gardait, m'appartenait. Un jour, j'appelai un ami. Je lui parlais de tout ce qui s'était passé. Il me dit que ce n'était pas un médium, pas un guide, pas un protecteur. C'était quelqu'un qui profitait de ma faiblesse. J'aimerais dire qu'après cela, tout s'est arrêté. Mais lorsqu'on découvre qu'une personne se donne le droit de franchir les frontières de votre vie sans invitation, il est difficile de retrouver la tranquillité. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Je me suis retrouvé dans une maison où se trouvait une médium au mois d'octobre. Je ne lui avais rien dit du tout,
Pas un mot sur ma vie ni sur ma famille, pourtant elle a immédiatement commencé à parler de mes proches décédés. Elle les a évoqués dans l'ordre exact où ils étaient morts. Elle connaissait des détails qu'aucune personne étrangère à ma famille ne pouvait deviner. Certains étaient même des choses que j'ignorais moi-même et que j'ai ensuite pu confirmer avec ma mère, qui n'était pas présente pendant la séance. À chaque révélation, mon cœur battait plus vite, parce que je sentais que quelque chose d'inexplicable était en train de se produire. Le dernier qu'elle a ressenti était mon parent le plus récemment disparu. C'était celui qui me faisait le plus pleurer ces derniers temps. Je pensais sans arrêt à lui, je craignais qu'il soit parti avec des regrets, qu'il soit resté prisonnier de certaines décisions difficiles qu'il avait prises. Quand la médium l'a aperçu, elle a prononcé son surnom aussitôt, comme si elle l'entendait directement dans son oreille. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elle m'a dit qu'il répétait qu'il n'avait aucun regret. Elle a ajouté qu'il frottait doucement son poignet gauche pour attirer son attention. Plus tard, en parlant avec ma mère, elle m'a confié que lors de leur dernière conversation, la veille de sa mort, il lui avait caressé le poignet gauche de façon affectueuse, comme pour la rassurer. Je ne lui avais donné aucune information. Je ne lui avais posé aucune question. Malgré cela, ses paroles sonnaient justes, réelles, remplies d'un amour que je reconnaissais. Cette lecture m'a procuré un apaisement immense. C'était comme si mes êtres chers me prenaient dans leurs bras depuis un autre monde. Je me suis senti entouré, protégé, profondément aimé. J'ai aussi redécouvert à quel point je les aimais et à quel point leur présence restait vivante, même si elle ne se manifestait plus dans notre réalité physique. Cette certitude m'a réchauffé le cœur. Elle m'a permis de respirer à nouveau, avec la sensation que rien n'était vraiment perdu, que l'amour continue simplement d'une autre manière. Quand j'étais très jeune, je voyais des esprits dans la maison de ma grand-mère. C'était une ancienne ferme où la famille organisait autrefois des réunions de prière. L'endroit portait encore une atmosphère lourde, presque solennelle, comme si les murs se souvenaient de tout ce qui s'y était passé. Dans une des pièces, ma sœur et moi avions l'habitude de jouer, et c'est là que les apparitions se montraient le plus souvent. Les esprits se tenaient alignés dans la hauteur du plafond, comme s'ils nous observaient en silence. Ma sœur est sensible elle aussi et les voyait très clairement. Nous ne comprenions pas ce qu'ils étaient, nous étions trop jeunes pour deviner leurs intentions et la peur nous paralysait. Pendant un certain temps, des terreurs nocturnes ont commencé. Je me réveillais en plein milieu de la nuit avec la sensation que l'obscurité était vivante. Une présence immobile se tenait au pied de mon lit. Elle n'avait pas de visage, ni de forme précise. On aurait dit une silhouette faite d'ombre. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, mais je savais qu'elle me regardait. À cet âge-là, personne ne peut expliquer ce genre de choses. Je n'osais pas crier, je ne savais même pas si c'était réel. La seule chose que je ressentais, c'était la peur, pure et isolante. Avec le temps, j'ai tenté de comprendre. J'ai découvert que beaucoup d'enfants perçoivent ce que les adultes oublient ou refusent de voir. J'ai compris aussi que la peur transforme tout. La peur donne une forme à ce que notre esprit n'arrive pas à expliquer. Je crois que beaucoup de souffrances dans ce monde naissent de cette incompréhension. Quand on ignore ce que l'on voit, ce que l'on vit ou ce que l'on ressent, on devient vulnérable. Un être humain effrayé invente des monstres pour remplir ses questions. Plus tard, j'ai appris que la connaissance apaise. Lorsque l'on comprend, même un peu, l'inconnu perd sa puissance. L'éducation, l'écoute, la curiosité, tout cela réduit la peur. Je ne sais pas si ces esprits étaient des souvenirs, des présences ou simplement des formes d'énergie que les enfants perçoivent naturellement. Mais je sais que l'ignorance nous enferme et que la compréhension ouvre une porte vers quelque chose de plus calme. J'étais un athée pur et dur, convaincu jusqu'à la moelle. Je le suis toujours, mais autrefois c'était bien plus extrême. Ce n'est même pas juste de dire que je ne croyais pas en une vie après la mort, j'en étais certain au point que j'aurais parié de l'argent sur son inexistence. Je me considérais comme quelqu'un de très renseigné sur les méthodes des médiums, leurs illusions, leurs astuces psychologiques, toutes ces techniques pour manipuler les gens. Après avoir vécu une perte immense,
ma certitude ne s'est pas affaiblie, elle s'est renforcée. Je me disais encore plus que la mort était la fin de tout. Pourtant, des choses ont commencé à se produire, des événements précis, impossibles à ignorer. Aucune explication rationnelle satisfaisante. Je pensais vraiment que je perdais la tête. Un jour, quelqu'un que j'avais rencontré m'a dit d'aller voir un médium. J'ai répondu que je ne croyais pas en l'au-delà. Cette personne a haussé les épaules en disant que justement, je n'avais rien à perdre en y allant. J'ai fini par le faire, plus par épuisement que par conviction. Je m'attendais à une mascarade, à des phrases vagues, à un discours général que n'importe qui aurait pu entendre. Pourtant, cette médium a bouleversé tout ce que je croyais. Je pense que personne d'autre n'aurait réussi au moment où j'y suis allé et dans l'état mental où je me trouvais. Elle a commencé à donner des informations d'une précision déconcertante. Pas des banalités. Des détails personnels, des faits très spécifiques que je n'avais jamais racontés à personne et qui n'existaient nulle part sur Internet. Chaque phrase me donnait l'impression qu'elle ouvrait une porte que j'avais toujours tenue fermée. Je me souviens m'être senti à la fois terrifié et fasciné. À la fin de la séance, je n'avais aucune explication. Je n'avais plus cette certitude écrasante que tout s'éteint avec la mort. Je ne croyais pas, mais je doutais pour la première fois. Avec le temps, ce doute a grandi. J'ai commencé à lui reparler, puis à lui faire confiance. Aujourd'hui, je discute ouvertement avec cette même médium. Je ne cache rien, parce que chaque séance apporte de nouvelles informations que personne ne pourrait connaître à l'avance. Je reste athée, mais je ne suis plus convaincu que tout se termine dans le néant. Et même si je ne comprends pas comment, quelque chose dans cette expérience m'a obligé à regarder autrement ce que je croyais savoir du monde. Une amie à moi, complètement désespérée, a fini par consulter un médium. Son corps faiblissait de semaine en semaine, elle tombait souvent malade, mais les médecins n'arrivaient jamais à trouver la cause. Après des analyses, des visites répétées et aucune explication, elle avait l'impression que quelque chose d'invisible la vidait de son énergie. Une autre amie lui a suggéré d'aller voir un médium ou un guérisseur traditionnel. Elle n'y croyait pas vraiment, mais elle était tellement fatiguée qu'elle a décidé d'essayer. Nous étions 3 à l'accompagner, un peu nerveux, un peu curieux. Le médium vivait dans une petite maison ancienne, dans un village à l'écart. Rien de mystérieux, rien d'impressionnant. Seulement une demeure humble, des meubles vieillots, un salon qui sentait l'encens et le thé au gingembre. Il nous accueillit calmement, et sa femme resta avec nous tout le long comme pour prouver qu'il n'y avait rien à cacher. Il dit à mon ami de s'allonger dans son salon, de fermer les yeux et de respirer lentement. Nous nous sommes installés dans un coin, silencieux, et nous avons observé. Le médium se tenait près d'elle avec une simple branche mince entre les doigts. Il promenait le morceau de bois au-dessus de son corps sans toucher sa peau. On entendait son murmure, une sorte de prière, comme s'il parlait à quelqu'un juste au bord du silence. Aucun mouvement brusque, aucune gestuelle théâtrale. Tout semblait presque banal. Mais lorsque la séance prit fin, il l'aida à se relever, puis lui demanda de regarder l'arrière de ses jambes. De larges marques noires étaient apparues, comme des hématomes immenses, à des endroits où la peau était parfaitement normale quand nous étions arrivés. Nous étions figés, incapables d'expliquer ce que nous voyions. Mon ami tremblait et répétait qu'il n'y avait rien, absolument rien, avant d'entrer dans cette maison. Le médium lui expliqua alors que quelqu'un lui avait jeté une malédiction. Il affirma qu'il l'avait retirée et renvoyée vers son origine. Il refusa de dire le nom de la personne, affirmant qu'il ne voulait pas créer de haine ni semer plus de mal. Il ajouta que cela ne la tourmenterait plus, et que si elle se sentait de nouveau affaiblie, elle pouvait revenir à tout moment. Nous nous attendions presque à ce qu'il nous demande de l'argent, mais il n'en fit rien. Sa femme, souriante et douce, nous proposa même de déjeuner. Le couple était incroyablement simple, drôle, chaleureux. Rien dans leur attitude n'évoquait des charlatans. Ils parlaient de chats, de jardin, de pluie, comme n'importe quel couple de village. Mon amie, reconnaissante et encore bouleversée, leur acheta des sacs de courses avant de partir. Plus tard dans la soirée, elle essaya discrètement de donner un peu d'argent à la femme du médium,
mais cette dernière refusa en riant, prétextant déjà avoir reçu assez avec les provisions. Depuis ce jour, mon amie s'est sentie mieux. Son corps a retrouvé de la force. Elle a recommencé à sortir, à travailler, à rire. Elle ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé, mais elle garde en mémoire ces marques sombres et ce sentiment de lourdeur qui s'est soudain dissipé. Et même si elle ne croit pas entièrement à la magie noire, elle fait désormais attention aux gens, à leurs intentions, et surtout à l'énergie qu'elle laisse entrer dans sa vie. En ce moment, il y a des démons dans ma vie. Je suis au milieu d'un divorce avec un homme menteur, infidèle et profondément narcissique. Cette situation a créé une atmosphère lourde et oppressante, presque comme si quelque chose de sombre nous suivait. Par moments, j'ai eu l'impression de voir des choses et de les entendre. Pas des métaphores, mais de véritables apparitions. L'expérience la plus terrifiante a eu lieu il y a environ 2 mois. Nous roulions dans notre camion, à peine à 1 kilomètre de la maison, sur un chemin de terre perdu en pleine campagne. Il faisait nuit, et l'air semblait lourd. Il se comportait une fois encore comme l'homme toxique qu'il est devenu, agressif et méprisant. À ce moment-là, j'ai aperçu ce que je croyais être un chien sur la route. Une forme noire, immobile, au milieu du chemin. Je lui ai dit de faire attention, que quelque chose était là. Il a freiné violemment et a regardé droit devant. Il m'a dit qu'il ne voyait absolument rien. Pourtant, la créature se trouvait encore juste devant moi, très clairement. Je continuais à la montrer du doigt, incapable de comprendre pourquoi lui ne la voyait pas. Le chien a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient dorés, brillants, presque enflammés. Il montrait les dents, comme une créature qui aurait attendu dans l'ombre. Son corps semblait maigre, presque osseux, comme s'il était constitué de noirceur plutôt que de chair. Puis il a disparu en un instant. Plus rien. Pas une trace. Le silence est revenu comme un souffle glacé. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas un chien. J'ai senti cette certitude me traverser. Quelque chose d'autre se trouvait là. J'ai fait semblant de ne pas m'en soucier, comme si je n'avais pas vraiment compris ce que j'avais vu. Plus tard, j'ai cherché des informations et je suis tombé sur des descriptions de créatures appelées chiens de l'enfer. La ressemblance était frappante. L'apparition, le regard, la disparition. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.